Et si la clairvoyance, ce n'était pas de la magie, mais plutôt un phénomène de la conscience. Aujourd'hui, on va justement se pencher sur le cadre théorique qui essaie de comprendre ce qui se passe vraiment dans la tête d'un clairvoyant. Allez, c'est parti, on plonge dedans. Voilà une citation qui nous met direct dans l'ambiance, pas vrai? Ça nous plonge vraiment au cœur de la perspective d'un clairvoyant. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas tant le futur qui l'intéresse, mais la physique de l'instant. Tous ces échos, ces coïncidences qui semblent tisser la réalité d'une manière différente. C'est ce monde intérieur qu'on va essayer d'explorer ensemble. Alors voilà l'énigme. Au cœur du mystère, il y a la conscience même du clairvoyant. La vraie question c'est, comment est-ce qu'elle perçoit le monde? Comment son esprit arrive à traiter l'information, le temps et même l'espace d'une façon qui nous échappe? Imaginez une conscience qui n'est en fait jamais au repos. C'est ça, un état de sensibilité instable. Elle est définie par une instabilité et une sensibilité qui sont constantes. Le moindre événement, la moindre chose présente, comme le dit la source, vient la modifier, la perturber. C'est une sorte de perception hyper aiguisée des coïncidences, des analogies, qui obéit à des lois qui, clairement, sont bien différentes des nôtres. 3 siècles, c'est tout. Et ce qui est assez fascinant quand on y pense, c'est que cette exploration de l'invisible, de cette autre dimension de l'esprit, eh bien, ça fait partie de toutes les cultures humaines depuis la nuit des temps. Et ça fait seulement 3 siècles que la pensée, disons, dominante, a décidé de mettre tout ça de côté. Alors face à ces phénomènes, la question se pose. Comment on en parle? Comment on les étudie? Certains chercheurs, eux, ont tenté de créer un cadre, un langage, pour essayer de les comprendre, de les classer scientifiquement, loin, très loin du mysticisme. Et c'est là qu'arrive ce mot un peu étrange, métagnomie. C'est un terme qui a été proposé au début du XXe siècle par un certain docteur Osty. En gros, c'était sa tentative de donner un nom scientifique, un cadre sérieux, à toutes ces facultés paranormales. Il appelait ça la faculté d'hyper-connaître. Son but, c'était vraiment de dépasser la simple observation pour essayer de comprendre le mécanisme derrière tout ça. Bon, et c'est là que les choses se compliquent un peu. C'est ici que le débat intellectuel commence pour de bon. La grande question, c'est comment ces visions arrivent? Est-ce que c'est une simple chaîne de cause à effet ou est-ce que ça vient de quelque chose de complètement différent? Alors, pour simplifier, le débat se divise vraiment en deux grands camps. D'un côté, on a la parapsychologie, disons, classique. Pour elle, les phénomènes psy sont causaux, c'est-à-dire qu'il y a un flux d'informations, quelque chose de mesurable, de potentiellement répétable. Et de l'autre côté, on a une idée complètement différente, celle de Carl Jung, la synchronicité. Là, on parle de coïncidences qui ont du sens, mais sans aucun lien de cause à effet. C'est un principe totalement acausal. Et ce n'est pas un petit débat de rien du tout, hein. Il y a eu de grandes figures qui s'y sont penchées. On retrouve bien sûr le Dr Hobsty qui voulait un cadre scientifique rigoureux. Il y a Carl Jung qui a tout chamboulé avec son idée de synchronicité. Et puis, entre les deux, on a des gens comme Storm qui ont essayé de trouver une voie médiane en parlant d'un lien métacausal. Une sorte de causalité, mais à un autre niveau, d'un autre ordre. Mais bon, on se retrouve un peu dans une impasse théorique là. Causalité, synchronicité, et c'est là que la clé, ou en tout cas une nouvelle piste de réflexion, est venue d'un domaine totalement inattendu. Les mathématiques. Et si la structure même de la réalité était la clé? C'est une question qui franchement change toute la perspective. Ça veut dire que le secret, il ne serait pas dans un flux d'énergie ou une coïncidence un peu mystique, mais dans la géométrie même de l'univers, et dans celle de notre cerveau. Alors, qu'est-ce que c'est que ça, un objet fractal? Eh bien, c'est une structure géométrique qui est autosimilaire à toutes les échelles. Ça veut dire que peu importe si on zoome dessus ou si on dézoome, elle se ressemble toujours à elle-même, elle répète le même motif. La source donne une super analogie, c'est comme une gamme musicale qui produirait les mêmes sons qu'on la joue très vite ou tout doucement. Le motif de base, lui, ne change pas. Et attention, ce concept, il ne sort pas de nulle part. L'idée a germé à la fin du 19e siècle avec Georges Cantor, bien avant que le fameux Benoît Mandelbrot lui donne son nom, fractal, en 1975. C'est un outil mathématique très solide qui sert à décrire plein de formes qu'on retrouve dans la nature. Ok, alors c'est bien beau les maths, mais le rapport avec notre histoire. Eh bien, c'est maintenant que ce concept mathématique, un peu abstrait, va se reconnecter à notre mystère de départ, la vision du clairvoyant. Et je vous préviens, la connexion est plutôt audacieuse. Alors accrochez-vous bien, l'hypothèse centrale, la voici. Le cerveau humain, avec ses réseaux de neurones incroyablement complexes et autosimilaires, pourrait être considéré comme un objet fractal.
Et la boule de cristal, au moment où le clairvoyant se concentre dessus, deviendrait elle aussi, par un changement d'état, un objet fractal. Les deux partageraient donc une propriété structurelle fondamentale. D'accord, mais concrètement, comment cette interaction fractale fonctionnerait? Eh bien, on peut la décomposer en 3 étapes. D'abord, la projection. Le clairvoyant projette une intention, une forme mentale sur la boule. Ensuite, étape 2, la transformation. La boule, en tant qu'objet fractal, va changer le niveau de localisation de cette information. Et enfin, la restitution. La boule renvoie cette information transformée vers le cerveau qui, parce qu'il est lui aussi fractal, est capable de la décoder et de la transformer en vision. Et la conséquence de tout ce processus, c'est une sorte de délocalisation, c'est le mot-clé. Ça veut dire que les frontières qu'on connaît, les frontières habituelles du temps et de l'espace, deviendraient en quelque sorte perméables, poreuses. Une scène du passé pourrait alors être revue et une potentialité future, un souhait, pourrait se matérialiser sous la forme d'une vision. Et tout ça, évidemment, nous laisse avec une question assez vertigineuse. Parce que si cette théorie a ne serait-ce qu'une part de vérité, si notre cerveau possède bien cette propriété fractale, alors ça voudrait dire que notre perception ordinaire n'est peut-être qu'une seule façon, parmi d'autres, d'interagir avec la réalité. Quelles autres dimensions, quelles autres informations notre cerveau pourrait-il alors capter? Franchement, la question reste grande ouverte.